Bien, bien sûr. Donc, vous allez couper vos microphones, vos caméras aussi, s'il vous plaît. Euh, donc, on va commencer le cours. Je ne sais pas combien de personnes sont présentes jusqu'à maintenant. Donc, je partage avec vous, bien sûr, le cours en PowerPoint. Donc, vous avez l'écran qui est affiché, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on commence le cours. Donc, bienvenue dans le cours de sûreté de fonctionnement des systèmes industriels, donc, qui sera dispensé à peu près en 8 séances. Nous allons voir. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions entre-temps, à vous manifester, bien sûr, et poser des questions. Donc, s'il y a quelque chose, des passages qui ne sont pas compris, j'aimerais bien que la séance soit interactive et qu'on discute, bien sûr, donc, de temps en temps. Donc, je disais qu'il y aura 8 séances sur le cours de sûreté de fonctionnement des systèmes industriels. Donc, nous allons commencer par une partie introductive et après, nous allons passer donc voir les méthodes qui sont utilisées. Quelques méthodes, nous n'allons pas pouvoir voir toutes les méthodes utilisées en sûreté de fonctionnement pour en fait donc, connaître les atouts d'un système donné dans tout le cycle de vie d'un produit ou d'un système, parfois dès la conceptualisation, conception, jusqu'au démantèlement donc, et mise à rebut, en passant bien sûr par le fonctionnement, etc., transport, etc. Donc la sûreté de fonctionnement, donc c'est une discipline qui est très importante pour le cycle de vie d'un produit ou d'un système, n'importe quel système, pas uniquement d'un point de vue sécuritaire. Nous allons peut-être nous focaliser parfois sur l'aspect sécuritaire parce que c'est un aspect qui est très très important. C'est un aspect qui évite en fait les catastrophes parfois, donc les pertes de vie humaine, etc. Parce que c'est très important. Donc tout ce qui est critique, mais entendre aussi la criticité, pas uniquement d'un point de vue en fait, comme nous allons voir tout à l'heure, pas uniquement d'un point de vue catastrophe qui peuvent donc altérer en fait les biens et les humains. Donc, mais on peut aussi, comme vous savez, donc l'aspect critique peut donc concerner les intrusions, par exemple, le mot de passe, le secteur bancaire, etc., etc. Donc tout ça, donc c'est parfois, donc c'est tout ce que vous avez connaissez en fait sur les attaques par exemple des cyberattaques que vous connaissez donc bien entendu. Donc parmi ces méthodes que nous allons voir, il y en a certaines que vous avez peut-être déjà vues dans des aspects, pas dans tous les aspects. Il y a deux familles de méthodes, si j'ose dire. Donc, il y a la famille en fait qui concerne les systèmes statiques, qui possèdent des combinaisons combinatoires entre les sous-systèmes, donc dans une logique ordonnée, combinatoire. Et normalement, je m'excuse, je vais mettre le téléphone en silencieux comme ça, donc j'éviterai quelqu'un. Donc il y avait quelqu'un qui a passé un coup de fil, mais je m'excuse.
Donc, les méthodes statiques, ils sont en fait les premières méthodes qui ont été utilisées en sûreté de fonctionnement, vers les années 60 à peu près. Donc, avec par exemple le diagramme binaire et aussi les arbres des causes. Mais après, donc, on a pu en fait aborder ce qu'on appelle la fiabilité dynamique. C'est un concept qui est très important, qui tient compte de la variable de temps et qui tient compte des situations qui peuvent changer dans un système par rapport, bien sûr, aux aspects antérieurs. Donc, parmi les méthodes qui sont très utilisées, nous allons voir, par exemple, la méthode de l'approche markovienne, donc l'utilisation des graphes de Markov, qui sont très, très utilisés dans ce domaine-là et qui peuvent modéliser, en fait, comme nous allons voir après, en fait, plusieurs aspects de la sûreté de fonctionnement, donc le fait de tenir compte des politiques différentes de maintenance, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'aspects qui sont très intéressants, qui peuvent être modélisés par les méthodes de la fiabilité dynamique, bien sûr. Donc voilà, nous allons voir donc à peu près ces trois méthodes. Il y a plusieurs méthodes dans la sûreté de fonctionnement, donc on ne peut pas toutes les voir. Et nous allons voir quelques TD. Donc j'espère qu'on basculera bientôt vers le présentiel. Pas mieux que le présentiel. Donc là, je suis face à un écran, vous êtes aussi face à des écrans. C'est un peu pénible, mais j'espère qu'on repasse au présentiel. De toute façon, les cours de 5e année de spécialité sont tous dispensés en présentiel. Et comme ça, donc, bien sûr, je vais programmer au moins 2 séances de TD. Et peut-être, si nous avons un petit peu le temps, peut-être donc une petite séance de TP vers la fin de ce cours. Voilà. Donc, l'aspect en fait qui est très très important, l'objectif de la sûreté de fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas d'accident, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter qu'il y ait des catastrophes, et qu'il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire que le système soit disponible. Donc, nous allons voir aussi qu'il y a toujours un conflit entre la disponibilité et la sécurité. Donc, parfois, si on veut améliorer la sécurité, c'est en dépit de la disponibilité. La disponibilité, c'est presque pas d'arrêt, donc zéro arrêt. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise produit tout le temps. La fiabilité, bien sûr, c'est un aspect entre les deux. Comme nous allons voir, ça peut désigner la sécurité, ça peut désigner la disponibilité. Un système fiable jusqu'à qu'il tombe en panne. Donc, nous allons voir dans le concept de la sûreté de fonctionnement, lorsqu'on parle de fiabilité, en fait, on ne parle pas de système réparable. Donc, on ne peut pas parler de maintenabilité dans le concept de fiabilité. Bien sûr, il y a un amalgame dans l'industrie et aussi chez les étudiants qui sont en PFE parfois, donc qui mélangent un petit peu la fiabilité et la disponibilité. Certes, la fiabilité est égale à la disponibilité, bien sûr, mais si les systèmes ne sont pas réparables, ça veut dire que le terme qui qualifie la disponibilité sera toujours supérieur ou égal au terme qui va qualifier en fait la fiabilité. Donc, pas d'accident, pas d'arrêt, pas de défaut aussi. Donc, c'est ça parmi les objectifs en fait de la sûreté de fonctionnement. Donc, parfois, vous pouvez retenir en fait ce vocable, cette définition. Parfois, on restreint la sûreté de fonctionnement à la science des défaillances. Sûreté de fonctionnement est égale à la science des défaillances. Donc, nous allons étudier donc souvent en fait les défaillances. Donc, ça veut dire que nous allons voir les aspects dysfonctionnels du système, c'est-à-dire lorsque les systèmes ne fonctionnent pas et leur impact sur en fait la fiabilité totale, ou bien sûr la maintenabilité, ou bien sûr la disponibilité, ou sur la sécurité. Et ce sont les attributs de la sûreté de fonctionnement. Donc, c'est la science des défaillances par excellence. Nous allons voir c'est quoi une défaillance, en anglais c'est failure. Bien sûr, sûreté de fonctionnement en anglais c'est dependability, donc c'est un vocable très connu.
bien sûr, ça s'est bien répandu à la deuxième moitié du XXe siècle, surtout aux États-Unis d'Amérique, et après en Europe, bien sûr, au Japon, dans les pays industrialisés. Chez nous, ça commence depuis un certain moment donc, à prendre de l'espace, de la valeur, de l'importance, mais il manque encore donc, beaucoup de chemin donc, à parcourir dans le domaine de la sûreté de fonctionnement parce que c'est un domaine qui est très très important. Donc peut-être vous avez tous participé parfois à la conception de systèmes, donc en incorporant plusieurs critères, mais presque parfois on oublie en fait d'incorporer le critère de fonctionnement. Bien sûr, il y a le coût, il y a la qualité, il y a plusieurs critères qui peuvent être inclus donc, dans la conception d'un système, mais parfois donc, on oublie en fait la sûreté de fonctionnement. Donc il y a une thèse qui a été soutenue ici à l'ENSAM une fois donc, sur en fait, la conception d'éoliennes. Et donc le docteur qui est devenu docteur maintenant, donc, qui avait donc soutenu sa thèse, il avait incorporé en fait dans l'optimisation de la conception le critère de la sûreté de fonctionnement dans ces éoliennes. Donc voilà, donc on va commencer donc aujourd'hui donc par cette introduction qui relate un peu les principes de base en fait, de la sûreté de fonctionnement. On va commencer par un petit peu d'histoire et d'évolution et nous allons voir quelques définitions et les entraves, c'est-à-dire les problèmes qui peuvent entraver en fait la sûreté de fonctionnement qu'on restreint à SDF. Et nous allons voir donc quelques paramètres de mesure. Donc, il faut savoir que vers la fin du 19e siècle, donc il y avait l'expansion des chemins de fer et on commence à se préoccuper par la fiabilité. Par la fiabilité parce que donc il y avait des accidents. Et au début, donc en fait, les préoccupations, donc, ou bien la résolution de ces problèmes concernait en fait l'approche pratique, c'est-à-dire l'expérience. On tablait sur l'expérience des agents pour résoudre les problèmes. Donc il y avait un manque d'une approche théorique dans ce domaine. Après, donc ça c'est bien sûr vers la fin du 19e siècle, 1800 et quelques. Le Titanic, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de la catastrophe du Titanic en 1912. En effet, donc, il y avait donc, à peu près 1500 morts. En fait, c'était un grand paquebot britannique. Et la Grande-Bretagne, à l'époque, c'était l'Empire, la première superpuissance mondiale à l'époque. Donc on disait que l'Empire, le soleil ne se couchait pas. Parce que donc c'était partout dans le monde, donc il y avait des colonies en fait de l'Empire britannique. Et donc ils ont construit ce Titanic qui était donc pour manifester en fait leur superpuissance. Mais malheureusement, il n'a fait qu'un seul voyage. Donc il avait relié donc un port britannique à New York. Il avait heurté un iceberg en plein océan Atlantique et il a coulé donc en faisant donc ce nombre fatal en fait de morts parce que les approches en fait l'approche de conception donc concernait en fait cette à proximité cette proximité des maillons faibles, c'est-à-dire que donc il y avait une étanchéité malheureusement qui n'a pas été donc respectée et qui a fait ces dégâts-là. Ça veut dire que la manière avec laquelle était conçu le Titanic donc, ne prenait pas en compte en fait tous les problèmes qui peuvent arriver. Donc, on pratiquait ce qu'on appelle la théorie des maillons les plus faibles. C'est là qu'il va falloir résoudre le problème de la sécurité.
Aussi, en fait, aux années 40, donc, il y avait l'échec de la série initiale des missiles de Von Braun, c'est pour les Américains, bien sûr. Et après, donc, il y avait un ingénieur donc, qui avait donc, bouleversé la théorie du maillon le plus faible, donc en proposant à l'époque, en fait, pour la probabilité de survie de n éléments identiques, et 1 sur x à la puissance n, c'est la probabilité de survie d'un élément et 1 sur x. Tout simplement, en fait, il avait fait le produit. Donc, l'avantage de cette approche théorique, donc, tout d'abord, c'est une approche théorique, pas uniquement expérimentale. Et deuxièmement, c'est que quel que soit x, en fait, c'est le nombre de sous-systèmes utilisés dans une installation donnée. Donc, on va tenir compte de n'importe quel problème, pas uniquement d'une partie qui risque d'avoir un problème. Donc, fin de la théorie des maillons le plus faible, et sont remplacés de fiabilité d'un montage de n éléments en série. Bien sûr, c'est une formule donc, très, très simple. Bien sûr, il a été dépassé en ces temps-là, mais ça reste quand même significatif et très important. Donc, ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de tous les risques, pas uniquement le maillon le plus faible ou bien un risque potentiel. Même un risque mineur peut introduire beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, en fait, il y a la célèbre anecdote, la loi anecdotique en fait, de Murphy. Il dit que si un ennui a la moindre chance de se produire, il se produira. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention à tous les petits problèmes qui peuvent engendrer des grands dégâts. Donc, donc ça, c'est vers les années 40. Après, dans les années 50, on commence à réfléchir amplement en fait à tous les problèmes. Donc, vous voyez par exemple 1952, donc, comme vous voyez sur votre écran, le département de la Défense en Amérique considérait qu'il fallait consacrer 2 dollars pour assurer la maintenance d'un équipement de 1 dollar. Donc, vous voyez très bien qu'on va pouvoir assurer une maintenance d'une façon plus chère, plus onéreuse par rapport à la pièce elle-même ou bien au système lui-même. Donc, il faut savoir aussi, donc, je vous ai ramené donc, des exemples. Par exemple, une usine en France, en fait, qui produisait en fait tous les 10 minutes, qui produisait donc 20 000 pots de yaourt tous les 10 minutes. Un arrêt va donc priver cette usine de 20 000 pots de yaourt pendant les 10 minutes. Vous voyez très bien la conséquence de l'élément qui est en panne et qui a causé ces dégâts-là. Donc ça, c'est d'un point de vue, bien sûr, production. Donc lorsqu'on parle production, on parle disponibilité. Ce n'est pas un problème de sécurité. Donc c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Donc c'est de l'argent qui est perdu. Donc vous voyez très bien que le fait, l'élément en question, peut-être qu'il ne coûte pas beaucoup de choses, mais la cause va coûter donc beaucoup de choses. Aussi, en fait, l'usine de Peugeot à Chossereau, donc s'il y a en fait 1 heure de panne, on risque d'avoir parfois jusqu'à 100 voitures qui manquent à la production à cause d'1 heure de panne. 1 heure de panne et 100 voitures qui va causer, donc il y a des millions donc, qui partent en l'air parce que donc, le système n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas assuré la sûreté de fonctionnement donc, de quelques éléments, bien sûr. Donc, les années 60, c'était donc l'évolution de la sûreté de fonctionnement vers l'AMDEC. Vous connaissez peut-être l'AMDEC. Certains d'entre vous qui ont déjà utilisé l'AMDEC, c'est un moyen très important. Bien sûr, il nécessite beaucoup d'expérience, normalement. L'analyse des mots de défaillance et leur effet, donc leur criticité. Donc, c'était utilisé par les Américains, bien sûr, et aussi, donc, il y avait la méthode des arbres de défaillance, des ADC.
arbres de défaillance ou bien arbres de cause ou bien arbres de faute, qui est utilisé par Bell Telephone, donc, et qui a donc assuré aussi les succès des missions Apollo. Bien sûr, on parle de conception, hein, c'est conception des systèmes, parce que la sûreté de fonctionnement peut aussi concerner le stade en fait d'analyse. Donc, on peut faire une analyse d'un système qui est déjà existant et on peut déterminer sa sûreté de fonctionnement. Mais généralement, on utilise les outils de la sûreté de fonctionnement dans un stade de conception. Les années 70, donc la normalisation des termes, du calcul et des méthodes. Donc ça, c'est un résumé, bien sûr, de l'évolution de la sûreté de fonctionnement. Donc, les années 80, la formalisation et généralisation de la sûreté de fonctionnement dans le cadre de la conception de systèmes complexes. Nous allons voir c'est quoi un système complexe. Généralement, on parle du système critique. Et les années 90 jusqu'à nos jours, en fait, c'est l'utilisation de la sûreté de fonctionnement dans l'industrie. Donc maintenant, donc, presque toutes les industries en fait, du monde entier qui sont multinationales utilisent en fait ces techniques de sûreté de fonctionnement pour contribuer donc à une meilleure production, une meilleure qualité, une meilleure sécurité. Voilà, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. C'est bon? C'est clair ce que vous avez entendu? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on continue. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, donc, à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, maintenant, pour les définitions, donc, on va passer rapidement donc, aux définitions concepts de base. Donc, la sûreté de fonctionnement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, peut être restreinte à ce qu'on appelle la science des défaillances. Et c'est aussi, en fait, donc ça c'est le Villemeur. Le Villemeur, c'est un ingénieur français. Donc en 1989, il avait établi un livre qui est très très important. Il s'appelle Système, sûreté de fonctionnement du système industriel. Donc il collecte pas mal de méthodes et d'exemples qui sont très très intéressants. Donc il reste une référence bibliographique très intéressante dans le domaine de la sûreté de fonctionnement. Donc, il inclut donc la sûreté de fonctionnement, la connaissance en fait des défaillances. Donc, on parle des défaillances. On va toujours rester autour des défaillances. Et la défaillance, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une panne. On va différencier en fait entre les différentes vocables. Nous allons voir la triptyque faute, défaillance, la faute, erreur, défaillance, qui induisent en fait aux pannes. Si on a une panne, donc on a une activité en fait du système. Donc la science des défaillants, donc c'est leur connaissance, leur évaluation, leur prévision, leur mesure et leur maîtrise. Au sens strict, donc la définition, c'est l'aptitude d'une entité à satisfaire une ou plusieurs fonctions requises dans des conditions données. Donc nous allons voir c'est quoi une entité, c'est quoi la fonction requise. Donc, toujours dans les définitions, il y a l'APRI. L'APRI aussi, c'est un spécialiste français de la sûreté de fonctionnement. Donc, il travaille au laboratoire LAS à Toulouse. Donc, il écrit pas mal de livres. Il a publié plusieurs articles sur la sûreté de fonctionnement depuis plusieurs décennies. Donc, la sûreté de fonctionnement pour lui d'un système et son aptitude à délivrer un service de confiance justifié. Donc, ça veut dire que ça sera avoir de la confiance en un système pour l'APRI, bien sûr. Donc, cette définition va mettre l'accent sur une dépendance acceptée, explicitement ou implicitement, dépendance qui contribue à la confiance. Nous allons voir que
Le terme de dépendance est très important aussi en certain fonctionnement, surtout dans la deuxième partie de la fiabilité dynamique. La dépendance d'un système vis-à-vis d'un autre système et l'impact réel potentiel de la sûreté de fonctionnement sur ce dernier. Donc, maintenant, l'entité. L'entité, donc, l'entité, tout simplement, c'est le sous-système. C'est le sous-système considéré en sûreté de fonctionnement. Ça veut dire que on peut considérer, bien sûr, n'importe quel système ou sous-système. Nous allons voir les systèmes qui peuvent exister bien sûr, et traités par la sûreté de fonctionnement. Donc, si par exemple, nous connaissons la fiabilité d'un automate programmable, un automate programmable, bien sûr, il est construit à partir, bien sûr, d'unités centrales. Il y a des mémoires, il y a des registres, il y a bien sûr des entrées, des sorties, etc. etc. C'est-à-dire, nous n'allons pas décomposer, par exemple, et détruire l'automate programmable pour connaître la fiabilité et plus précisément ce qu'on appelle la donnée de fiabilité. Donc, il y a ce qu'on appelle la donnée de fiabilité. C'est une notion qui est très importante. Nous allons voir, c'est ce qu'on appelle le lambda. Donc, nous allons qualifier n'importe quel système ou sous-système en sûreté de fonctionnement par cette donnée de fiabilité. Donc, si on connaît la donnée de fiabilité d'une entité, d'un sous-système, on va parler donc d'entité. Donc, c'est l'entité considérée. Ce n'est pas la peine de détailler le fonctionnement de cette entité si on connaît en fait la donnée de fiabilité. Donc, on s'arrête au niveau de détail lorsqu'on connaît en fait la donnée de fiabilité. Donc, l'entité peut être constituée d'éléments matériels ou d'éléments immatériels, logiciels, etc. Et bien sûr, donc ici, on peut résumer donc, le système. Donc, ça peut être des logiciels, des équipements, des techniques, des hommes. Tout ça, en fait, ça peut représenter donc un système. Donc, c'est un ensemble complexe de matériel, logiciels, personnels et processus d'utilisation organisés de manière à satisfaire des besoins et à remplir les services attendus dans un environnement donné. Maintenant, les systèmes critiques, parfois on parle de systèmes complexes. Dans le contexte de sûreté de fonctionnement, les systèmes critiques, systèmes où les défaillances peuvent entraîner des pertes de vie humaine. Bien sûr, là, c'est les normes de métier, les normes qui sont donc dans la législation, dans chaque institution, bien dans chaque pays, si vous voulez, qui vont en fait qualifier des classes qui concernent la criticité. On peut parfois avoir dans, ces classes qui différencient en fait d'un pays à un autre. Donc, il y a des pays qui ne tolèrent pas en fait de perte de vie humaine, mais uniquement parfois des blessures, etc. D'autres pays où il n'y a pas de problème et il ne faut pas que ça soit. Donc, ça dépend, en fait, c'est un problème, si vous voulez, social, politique, etc., et économique. Pas uniquement économique et technique et technologique. Donc, c'est un problème aussi social et politique. Donc, dans la classification, en fait, de ces systèmes critiques et de la criticité des classes de risque, etc., et on va parler, en fait, de ce problème d'évaluation et de risque de temps en temps. Donc, ces systèmes critiques, ils ont de très hautes exigences en SDF, en sûreté de fonctionnement, d'où difficultés pour leur mise en œuvre, donc difficultés supplémentaires pour leur analyse, leur validation. Donc, ces exigences de ces systèmes-là induisent à des difficultés d'analyse en fait, et de la validation de systèmes. Par extension, sont dits critiques les systèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, ayant des exigences de SDF similaires, là pour éviter les intrusions, des inconnus, par exemple des mots de passe, etc. Donc, les systèmes assurent les transactions bancaires. Donc, il y a aussi, donc, on parle de système critique. Maintenant, donc, la définition de la logique d'un système.
Donc, pour analyser un système, nous devons le modéliser, la logique d'un système sur l'ensemble des états de fonctionnement et de non-fonctionnement des systèmes ayant des liaisons, ainsi que les liaisons entre ces différents états. Donc, n'importe quel système, on doit définir l'ensemble des états de fonctionnement et l'ensemble des états de non-fonctionnement et les liens qui peuvent être assurés entre ces états. Et comme ça, nous pouvons, à partir de cette logique-là, réaliser en fait le modèle de ce système. Donc, cette connaissance, une fois qu'on a le modèle, on peut faire l'analyse et la simulation de ce système-là. L'hypothèse de travail que nous allons entreprendre dans ce cours-là, nous allons toujours traiter en fait des systèmes qui sont cohérents. C'est quoi un système cohérent? Un système cohérent est, si le système est en panne, aucune défaillance ne rétablit le système dans un état de bon fonctionnement. C'est-à-dire, on est en panne, donc s'il y a une autre défaillance qui est introduite, le système ne va pas se rétablir, hein. Il restera en panne. Le système en marche, aucune réparation n'induit la panne du système. Si le système est en marche, il marche, mais il peut avoir ce qu'on appelle une marche dégradée. Une marche dégradée, donc c'est un état intermédiaire de marche à 100% en fait, et entre la défaillance. Par exemple, un avion qui a deux réacteurs. Donc, si l'un tombe en panne, il peut faire encore le vol avec l'autre réacteur. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs, en fait, types, en fait, ce qu'on appelle de redondance qui existent dans les systèmes industriels et qui assurent, en fait, une amélioration, en fait, de la sûreté de fonctionnement, bien sûr. Bien sûr, donc ça, ils assurent, en fait, plutôt la disponibilité, mais parfois aussi, donc, il y a, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'amalgame, en fait, entre le compromis qui existe toujours entre sécurité et disponibilité. Donc, si le système est en marche, aucune réparation n'induit la panne du système. S'il y a la panne de tous les éléments, donc il y a automatiquement la panne du système. Et s'il y a la bonne marche de tous les éléments, donc automatiquement donc la bonne marche du système. C'est ce qu'on appelle un système cohérent. Maintenant, donc, une fois qu'on a établi la logique du système et on a donc entre les mains le modèle, donc on peut faire par exemple l'analyse et la simulation. Donc l'analyse de la sûreté de fonctionnement se fait bien sûr à partir d'un modèle. À quoi il sert cette analyse? Elle est très importante. Donc il y a deux types d'analyse que nous allons voir, l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Elles sont toutes les deux très importantes pour qualifier un système. Ses faiblesses, ses atouts, etc., etc. Et permettre aussi donc cette analyse en fait d'assurer en fait soit donc la conception, soit l'analyse d'un système qui existe déjà. Donc, considération des techniques d'analyse variées avec un accent sur les techniques analytiques, ce qui est parfois très difficile, mais c'est ce qui est de mieux, l'analyse analytique, les techniques analytiques. Si on peut avoir en fait des modèles analytiques des systèmes, c'est ce qui est de mieux. Donc, sinon, donc, on utilise des méthodes graphiques, utilisant en fait des probabilités et des statistiques qui mènent à l'analyse du système. Les méthodes graphiques utilisant des graphes, des méthodes booléennes, ou bien des processus stochastiques tels que par exemple les processus Markov. Bien sûr, dans l'objectif d'une évaluation numérique par la simulation, bien sûr. Donc, cette analyse, bien sûr, va se passer dans un contexte probabiliste. Donc ça, c'est très important, bien sûr. On peut parfois donc fixer en fait ce qu'on appelle des intervalles de confiance et voir est-ce que notre système va converger vers des valeurs qui existent ou bien sûr, donc dans ces intervalles de confiance. Donc, dans l'utilisation en fait de l'analyse par l'approche numérique,
On utilise parfois ce qu'on appelle la simulation de Monte Carlo. Donc, Monte Carlo. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette simulation? Est-ce que quelqu'un a déjà cette simulation? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la simulation de Monte Carlo? Non? Oui? تسمعوني بعدا؟ Oui, monsieur, on t'entend. Très bien. En fait, Monte Carlo فين جات بعدا مونتي كارلو؟ واش عارفين فين جات ولا لا؟ مدينة هي. Oui. فين كاينة مونتي كارلو؟ هي العاصمة ديال اش؟ موناكو. تقدروا تقلبوا في الانترنت، راه عندكم دابا راه وزيت كونيكتي. هي العاصمة ديال موناكو ياك؟ موناكو. Oui, je pense, monsieur. فين كاينة موناكو؟ En Europe, c'est بحال إمارة في لا فرنسا. Très bien. La France, هي قريبة لإيطاليا، ما بين la frontière entre l'Italie et la France. En fait, باش معروفة موناكو ou plus précisément Monte Carlo par les casinos. بحال لاس فيغاس مثلا في أمريكا معروفة بلي كازينو. لي كازينو شنو تيديروا فيهم؟ تيلعبوا فيهم القمار ياك؟ لي جو دو هازار. لي جو دو هازار ياك؟ Donc les jeux de hasard, donc les scientifiques, ils ont appelé cette simulation de Monte Carlo parce que la simulation il est répétée pendant une centaine, parfois des milliers de fois, pour avoir une solution qui converge. Et puisque donc les simulations sont répétées pendant plusieurs histoires, on parle de 10 000 histoires, 1 million d'histoires, 1 000 histoires, 5 000 histoires, pour avoir une convergence. Et chaque histoire a la valeur donnée. Pour l'ensemble des histoires, il nous donne en fait une convergence vers la valeur, la solution, la valeur souhaitée. Donc, comme il y a en fait ceci, on parle de la simulation de Monte Carlo, très très connue dans le domaine de la simulation numérique, la simulation de Monte Carlo. Très bien. المهم انا مره نبقى نسولكم باش تشوف شكون اللي باقي معنا، شكون اللي حاضر. Donc, comme j'ai dit, donc, les techniques d'analyse de la circuit de fonctionnement, donc il y a les techniques numériques, les techniques analytiques et des combinaisons de ce qui précède. C'est très important d'avoir des solutions analytiques, mais c'est très rare. Donc, généralement, on procède aux techniques numériques, bien sûr. Donc, type de modèle. Le modèle que nous allons entreprendre pour modéliser en fait les systèmes, il y a donc des modèles qui sont statiques. Ça, c'est la première partie du cours que nous allons voir qui concerne en fait les méthodes statiques, telles que par exemple l'arbre de défaillance, diagramme de fiabilité, diagramme des événements, bien sûr. Il y a pas mal donc de méthodes statiques qui sont encore d'actualité, ils sont encore utilisés. Si on considère, si on assure dans la logique du système, en fait, ce qu'on appelle le critère d'indépendance. Si une machine, par exemple, dans une usine, elle est indépendante complètement d'une autre machine, donc là, on peut utiliser en fait les méthodes statiques
pour élaborer en fait la sûreté de fonctionnement de la fiabilité de cette usine. Mais s'il y a donc la dépendance, s'il y a la dépendance, on ne peut pas utiliser en fait ces méthodes statiques. Donc les méthodes dynamiques sont plus puissantes par rapport aux méthodes statiques. Donc, par exemple, pour les systèmes non réparables, donc les chaînes de Markov absorbantes et extensions, et aussi donc, le calcul de la fiabilité, donc des MTTF. MTTF, nous allons le voir, c'est mean time to failure, donc la moyenne des temps jusqu'à la défaillance. C'est un qualificatif en fait de la fiabilité qui est très très important. Donc, il y a les méthodes, les modèles dynamiques et systèmes réparables, donc chaîne de Markov quelconque et extension, calcul de la fiabilité instantanée de la disponibilité. Donc, ça, nous allons voir en fait dans le cours une partie sur les chaînes de Markov. Donc, dans les cas statiques, bien sûr, les méthodes statiques et les modèles statiques, nous allons toujours voir que le système a deux états possibles. Soit il est en marche, soit il est en panne. Donc, il est en marche, on va parfois dire que c'est OK. Et lorsqu'il est en panne, on va dire que c'est KO. Donc, dans ces méthodes statiques, le temps ne joue pas de rôle explicite. C'est-à-dire que le temps, ce n'est pas une variable. Nous allons pouvoir, bien sûr, voir la fiabilité d'un système par rapport au temps s'il évolue. Lorsqu'on achète un dispositif, une télé, ou un portable, ou un ordinateur, ou n'importe, c'est tout neuf, ou une voiture, par exemple, normalement, la fiabilité, elle est 100%. Normalement. Rien ne doit être en panne, normalement. Hein. On dit normalement. Parce que parfois, on peut acheter une chose qui est très neuve, ou avec une c'est problème. Mais au fur et à mesure qu'on utilise ce produit-là, la fiabilité se dégrade. C'est-à-dire, si le temps tend vers l'infini, la fiabilité devient égale à 0. Donc là, il y a une dépendance en fait de la fiabilité vis-à-vis des temps, mais pas comme variable. Pas comme variable, donc ce n'est pas un rôle explicite en fait de la variable temps jouée ici. Donc, le calcul de la fiabilité, pour les modèles statiques, on calcule la probabilité que le système soit en bon état. Donc, c'est une probabilité. La fiabilité, donc, c'est une probabilité que le système soit en bon état. De toute façon, toute la science de la sûreté de fonctionnement, elle est basée sur les principes des probabilités et des statistiques, bien sûr. Donc, bien sûr, il y a des essais au laboratoire, il y a des méthodes qui sont donc très utilisées, mais généralement, en fait, toutes les données de fiabilité, par exemple, et presque toutes les méthodes, ou toutes les méthodes, puisent dans la science, en fait, des probabilités et des statistiques. Pour les modèles dynamiques, donc, système non réparable, donc là aussi, donc, pour les modèles dynamiques, donc pour les modèles statiques, on calcule la probabilité. Pour les modèles dynamiques aussi, mais il n'y a pas uniquement ces triptyques, ces deux états. On peut avoir ce qu'on appelle des états dégradés que nous allons voir tout à l'heure. Donc, on a parlé maintenant de l'entité. Maintenant, nous allons parler de la fonction requise. Parfois, on dit que la fonction requise, c'est la mission. C'est la mission, en fait, des sous-systèmes. Donc, c'est une fonction, un ensemble de fonctions d'une entité dont l'accomplissement est considéré comme nécessaire pour la fourniture d'un service donné. Donc, pourquoi on a parlé de la mission ou bien de la fonction requise? Parce que c'est la définition, en fait, de la sûreté de fonctionnement. Donc, il va attribuer donc, une fonction requise à une entité donnée dans un intervalle donné, bien sûr. Maintenant, les attributs de la sûreté de fonctionnement. Donc, selon là où les applications auxquelles le système est destiné, l'accent peut être mis sur différentes facettes. Ce sont les facettes avec lesquelles on observe en fait la sûreté de fonctionnement. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, tout ce qui est disponibilité, fiabilité, sécurité, maintenabilité. Donc, il y en a d'autres, bien sûr.
Donc, le fait d'être prêt à l'utilisation conduit à la disponibilité, ce qu'on appelle en anglais donc availability. La continuité des services conduit à la fiabilité. Donc, on peut dire que la disponibilité, c'est la même chose que la fiabilité si les systèmes ne sont pas réparables. Si les systèmes sont réparables, donc bien sûr, une fois le système sera fiable jusqu'à la défaillance, une fois qu'il sera donc réparé, on parlera de disponibilité, bien sûr. L'absence de conséquences catastrophiques pour l'environnement conduit à la sécurité et l'équité. Donc, en fait, les Français, donc, ils ont trouvé cette composition, donc ils ont composé le mot de deux mots parce que ils n'ont pas en fait un vocable qui définit la sécurité et l'équité. C'est quoi cette sécurité? En anglais, c'est safety. Donc, en anglais, nous avons deux termes. Il y a safety, qui désigne en fait l'absence de conséquences catastrophiques. Il y a security, pour dire sécurité, en fait, qui définit en fait ce qu'on appelle la confidentialité et l'intégrité. C'est le fait de ne pas avoir d'altération d'informations en fait pour le mot de passe, pour des systèmes bancaires, etc., etc. Pour les attaques, les cyberattaques. Donc ça, c'est la sécurité. Et la sécurité inéquité, pourquoi les Français l'ont appelé donc inéquité? Pour dire que tout ce qui a trait à un caractère qui n'est pas nocif, qui n'est pas nocif, qui ne va pas introduire en fait de conséquences fatales et catastrophiques aux biens, à l'environnement, aux vies humaines et la sécurité humaine globalement. Donc la confidentialité et l'intégrité, donc toutes les deux sont introduites en fait dans le vocable sécurité, c'est-à-dire l'absence de divulgation non autorisée et l'absence d'altération inappropriée de l'information. L'aptitude aux réparations et aux évolutions conduit à la maintenabilité. Donc il faut savoir qu'il y a une différence entre la maintenabilité et la maintenance. La maintenance, c'est l'opération. La maintenabilité, c'est une aptitude, c'est une capacité. Ça veut dire, si l'entité ou bien le sous-système n'est pas maintenable, il ne peut pas être maintenu. Il doit être maintenable tout d'abord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on parle de fiabilité, il y a des éléments qu'on achète, une fois qu'ils sont en panne, on les jette. On ne peut pas les réparer. Donc, ils ne sont pas maintenables. Donc, on ne peut pas les maintenir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle fiabilité. Mais une fois qu'on parle de maintenabilité, on parle de disponibilité. Donc, la maintenabilité, elle est très liée à la disponibilité. Une fois qu'on va maintenir, donc, on passe à la disponibilité. Donc, l'association de la confidentialité et la disponibilité vis-à-vis des actions autorisées conduit à la sécurité, tout simplement. C'est le vocable sécurité en anglais. Donc, le concept RAMS, reliability, availability, maintenability, safety, en français, donc fiabilité, disponibilité, maintenabilité, sécurité, ce sont les 4 attributs très importants de la sûreté de fonctionnement et les facettes avec lesquelles on peut donc approcher en fait la sûreté de fonctionnement. Donc, je rappelle que la fiabilité concerne uniquement les systèmes qui ne sont pas réparables. Et la disponibilité, c'est la même chose que la fiabilité. Si les systèmes ne sont pas réparables, s'ils sont réparables, donc on va parler de maintenabilité. Et la sécurité, c'est le fait d'éviter en fait les événements catastrophiques, bien sûr, donc dans tous les systèmes critiques. Donc on peut regrouper d'après la norme CEI 61069 qui parle des systèmes de contrôle-commande, un tableau en fait qui récapitule en fait les attributs de la sûreté de fonctionnement. Les normes, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des normes dans des projets ou bien dans des disciplines le cours avant. Les normes sont très très importantes dans votre carrière d'ingénieur. Ça, c'est une norme CEI, ce qu'on appelle la norme Comité électrotechnique international. Donc, il y a plusieurs normes. Il y a les normes AFNOR qui sont les normes françaises, il y a les normes européennes, bien sûr. Il y a les normes internationales, telles que par exemple pour la qualité, les normes ESO.
Il y a les normes qui sont aussi donc, délivrées par le comité électrotechnique international qui siège en Suisse et qui concerne en fait pas mal de matériel électrique, mais aussi de la sûreté de fonctionnement. Nous allons voir la 61508 et la 61511 sont deux normes qui sont relatives au système de sécurité et qui sont très très importantes. Et nous allons peut-être les revoir au flux court. Donc cette norme donne ces définitions de la sûreté de fonctionnement. Donc vous voyez très bien que la disponibilité, donc il y a la fiabilité et la maintenabilité. Disponibilité est égale à fiabilité si les systèmes ne sont pas réparables, s'il y a la réparation, donc il y a la maintenabilité. La crédibilité, donc pour avoir attrait en fait à la sûreté et l'intégrité qui concerne l'assurance fournie par le système de sa capacité à exécuter donc des tâches attribuées. Donc c'est l'intégrité et la confidentialité sont liées bien sûr à la sûreté. C'est la sécurité tout simplement. Mais ici, donc, on parle de la sécurité innocuité lorsqu'on parle de perte de vie humaine, etc. Donc maintenant, quelques petites définitions, je passe rapidement. La fiabilité à l'origine, en 1960, était à elle seule la science des défaillances. Parce que au départ, il faut savoir que la sûreté de fonctionnement était utilisée pour l'espace, lancement des navettes spatiales, pour l'aéronautique, pour les domaines qui sont très critiques. Ou à des domaines, on n'a pas en fait, on ne peut pas changer un élément qui va voler dans les cieux. Donc s'il explose, on ne peut pas le changer. Donc s'il est en panne, on ne peut pas le changer. Donc on parlait uniquement de fiabilité. Fiabilité, donc c'est pourquoi à l'origine de la fiabilité, c'était à elle seule en fait la sûreté de fonctionnement. Donc, c'est la probabilité de non-défaillance d'un équipement sur un intervalle de temps donné. Donc, la fiabilité, c'est la probabilité de non-défaillance d'un équipement sur un intervalle donné, tout simplement. Donc, vous voyez très bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on commence par 100% et on termine lorsqu'on est vers l'infini, vers 0. La limite, lorsque le temps vers l'infini en fait, de la fiabilité est égal à 0. Donc la fiabilité va dépendre de la durée, bien sûr, de l'environnement, température, vibration, relation. Donc ici, au laboratoire, ce qui est théorique est supérieur à ce qui est pratique, les observations, bien sûr, ce qui est logique et normal. Donc la disponibilité, c'est l'aptitude d'une entité à être en état d'accomplir une fonction dans des conditions données à un instant donné. C'est-à-dire qu'on peut réparer pendant un intervalle donné, pendant un intervalle, donc c'est la fiabilité. Lorsqu'on parle d'intervalle, on parle de fiabilité. Mais lorsqu'on parle d'instant, n'importe quel instant, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut réparer. Donc, il faut tenir compte en fait des caractéristiques de la réparation pour définir en fait la disponibilité. La maintenabilité, c'est une aptitude, c'est une capacité donc d'un bien à être maintenu. Donc, s'il est maintenable, on va le maintenir bien sûr. Donc, bien sûr, la maintenabilité est définie donc pour des systèmes en prenant en compte les caractéristiques des réparations. Donc, pour la sécurité, donc, si on prend une autre norme CEI, donc 50, cette norme, en fait, n'intègre pas la sécurité comme composant d'assurance de fonctionnement. Elle restreint en seule fiabilité, maintenabilité, disponibilité. Mais la norme EN 292, donc, dont j'ai fait la référence aussi, c'est sécurité des machines. Donc, ça, c'est une norme européenne. C'est une norme européenne, EN, sur la sécurité, définit la sécurité des machines. Aptitude d'une machine à accomplir sa fonction, à être transportée, installée, mise au point, entretenue, démontée. Donc, ce qu'on regarde, ce qu'on observe ici, que la sécurité va concerner l'ensemble des cycles de vie d'un produit. C'est bon? Donc, depuis, en fait, la conceptualisation, la conception, le transport, l'installation,
jusque la mise au rebut, en fait, dans des conditions qui sont normales, spécifiées dans la notice d'instruction, sans causer de lésions ou atteinte à la santé. Donc, sans entraver, en fait, la santé des parties, en fait, qui utilisent, en fait, ces machines-là. Donc, c'est la sécurité et safety. C'est la safety en anglais. En français, c'est la sécurité et inéquité. Donc, le terme anglais sécurité correspond pour la sécurité confidentialité que nous avons vu tout à l'heure, l'aptitude d'identité à la préservation de la confidentialité et l'intégrité des informations. Donc, il y a un conflit entre sécurité et disponibilité. Donc, la sécurité va nous inciter à s'entourer de protection, se replier dans une situation de sécurité en cas de doute sur le bon fonctionnement et au détriment de la disponibilité. Donc, solutions qui assurent la sécurité et la disponibilité sont rares et onéreuses, c'est-à-dire qu'elles coûtent très très cher. Je vous donne un exemple, par exemple. Donc, par exemple, parfois, dans tous les systèmes critiques, dans les centrales nucléaires aussi, dans les industries pharmaceutiques, les industries pétrolières. Donc, lorsqu'on a, par exemple, des substances qui sont très critiques, donc il va falloir s'entourer de beaucoup de capteurs pour mesurer les informations qui sont très, très, très dangereuses. Par exemple, soit une élévation de température, ou la pression, ou la débit, ou quoi que ce soit. Donc, on a donc tendance à placer en fait plusieurs capteurs. Normalement, un seul capteur peut faire l'affaire, mais puisque donc il y a un danger, donc on dit qu'il va falloir mesurer de plusieurs manières la même grandeur. Donc on va ce qu'on appelle exécuter la redondance. Parfois on utilise 5 capteurs et on met une logique de 3 sur 5 ou la 2 sur 5 pour voir qui sont les plus... On fait un vote majoritaire pour voir l'information la plus plausible. Mais regardez s'il vous plaît. Donc ça c'est pour dans un contexte sécuritaire, c'est pour ne pas avoir de problème. Mais le risque, lorsqu'on met plusieurs capteurs, c'est qu'ils se mettent en défaillance intempestive, une défaillance sécuritaire. C'est quoi une défaillance intempestive? C'est-à-dire qu'il se déclenche même s'il n'y a pas de variation en fait, de la grandeur qui est critique, température ou pression. Donc, c'est le problème, il est dans le capteur lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a en fait déclenchement de plusieurs capteurs, donc dû par exemple à un problème de panne des capteurs, donc l'information qui remonte parfois, c'est un problème de température ou bien de pression. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Et si on arrête, qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre de l'argent parce que la production, elle est arrêtée. Donc, on a amélioré la sécurité, mais c'est au détriment de la disponibilité. Donc, le fait d'assurer conjointement sécurité et disponibilité, c'est très rare et ça coûte très, très cher, bien sûr. Est-ce que c'est clair ce... Est-ce que c'est clair? Ce conflit Oui, monsieur. sécurité, donc disponibilité. Je ne sais pas si vous avez des exemples, vous pouvez me les citer en fait, mais généralement euh, c'est dans les zones à risque et dans les systèmes de sécurité, bien sûr. C'est là où on peut avoir cette... Bon, donc exemple, chaîne de production d'un produit.
L'état de sécurité correspond à des tests ou entraînements périodiques nécessitant l'arrêt de la chaîne de production. L'état de disponibilité correspond au fonctionnement continu de la chaîne, comme j'ai expliqué. Maintenant, les entraves de la sûreté de fonctionnement. Donc, les entraves de la sûreté de fonctionnement sont les fautes, les erreurs et les défaillances. Donc, qui vont causer en fait les états de panne. Il faut différencier entre deux choses qui sont très importantes, entre un événement et un état. Par exemple, donc, je peux, en roulant avec ma voiture, le pneu peut, donc il peut y avoir le clou dans la route, et il peut donc je peux avoir le clou sur la roue de la voiture. Donc ça, c'est l'événement, hein, c'est l'événement, hadath. C'est l'événement qui s'est passé. Très bien. Une fois que la roue va se dégonfler, je serai en état de panne. Je serai en état de panne. Donc la panne, c'est un état. Donc la défaillance, c'est un événement, event. L'état, c'est state, bien sûr. Donc dans la triptyque faute, erreur, défaillance, donc la défaillance, avant la défaillance, il y a ce qu'on appelle, on peut avoir l'erreur. Et avant l'erreur, donc il y a la faute. La faute, c'est un événement. L'erreur, c'est un état. La défaillance, c'est un événement. Et donc, ce sont des circonstances, en fait, qui est le résultat de la non-sûreté de fonctionnement. De toute façon, je vais expliquer cela et nous allons voir des exemples. Donc, un service correct est délivré par un système lorsqu'il accomplit sa fonction. Le service défaille soit parce qu'il ne respecte plus la spécification fonctionnelle, soit parce que la spécification fonctionnelle ne décrivait pas de manière adéquate la fonction du système. Donc là, c'est le problème de la conception aussi. Donc la défaillance va concerner la spécification si nous n'avons pas bien spécifié en fait notre conception, ou bien si on s'éloigne de cette spécification. L'effet par lequel une défaillance est observée peut prendre plusieurs formes, qui sont les modes de défaillance et qui sont classés selon leur gravité. Bien sûr, donc, les modes de défaillance, le mot mode de défaillance, c'est un mot qui est très important en sûreté de fonctionnement. Ça, c'est la méthode de l'AMDEC, donc analyse des modes de défaillance. Donc, la défaillance sera observée avec un mode. Un mode, on va dire des exemples. Donc là, on revient sur la défaillance. La défaillance, c'est un événement. C'est un événement. Un événement est présent ou non. Il peut se combiner avec d'autres événements pour produire des événements composés. Donc, ça peut être un seul événement, et ça peut être une composition de plusieurs événements, bien sûr. Donc, selon Wilmer, une défaillance est la cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise. Donc, dans la défaillance, l'explication, c'est la cessation de l'entité à accomplir donc, la fonction requise. Une défaillance est une altération temporaire ou permanente des services délivrés. Donc, c'est la perte de la disponibilité, donc cette défaillance. Donc, la différence, ce n'est pas la panne. La différence, c'est un événement et la panne, c'est un état. Donc, l'événement, il va marquer le passage d'un état à un autre. Donc, une fois qu'il y a l'événement, on passe du bon fonctionnement de la voiture vers l'état de panne de la voiture. Entre les deux, il y a un événement. Donc, si vous vous rappelez un petit peu la modélisation des systèmes par le graphe 7, donc vous avez vu, donc il y a des étapes et qu'il y a des transitions. Donc, avec les transitions qui ont des transitivités, pour qu'ils soient franchis, les transitions sont les événements. Donc, les transitions, donc les réceptivités, ce sont les événements. Après, donc, les étapes, les places, ou les étapes, c'est le formalisme du graphe 7, c'est un formalisme
ce qu'on appelle le formalisme état-transition, très connu pour la modélisation des systèmes. Donc, il y a les state charts, il y a les réseaux de Petri, il y a les graphes de Markov. Il y a pas mal il y a aussi ce qu'on appelle les automates à état fini. Donc, il y a pas mal de formalisme qui relate en fait cette relation entre l'état et la transition. Donc, l'exemple le plus concret que vous connaissez, bien sûr, c'est le graphe 7. Donc, il y a la panne, il y a l'état, il y a l'événement. L'événement, ça va être représenté par une transition, une réceptivité, donc, etc. Donc, la panne est l'état d'un produit ou d'une application le rendant inapte à accomplir une fonction requise dans des conditions données. Donc, l'état de panne, donc c'est le type cow. Un mode de défaillance, c'est l'effet par lequel une défaillance est observée. Donc, les modes de défaillance sont générés par les causes. Donc, il y a une cause de défaillance et qui va générer donc, un mode de défaillance. Donc, par exemple, on prend l'exemple du disjoncteur. Le disjoncteur, vous connaissez le disjoncteur, bien sûr. Vous l'avez dans toutes vos maisons, toutes les installations électriques, nous avons des disjoncteurs. Donc, les fonctions requises, c'est établir. Établir, c'est-à-dire supporter de façon continue des courants d'une intensité définie. Donc, et interrompre après une durée spécifiée des courants d'une intensité supérieure à celle définie. C'est-à-dire, il a qu'un problème, il doit interrompre, couper l'électricité. Donc, on peut avoir trois modes de défaillance, pas de disjoncteur. Ne ferme pas sur ordre. Atteint l'ordre de fermer, mais il n'a pas fermé. Donc, la fonction non réalisée, c'est l'établissement le courant. Donc, il ne va pas établir le courant. N'ouvre pas sur ordre. Normalement, il y a un problème, un dépassement de l'intensité électrique. Il n'a pas ouvert, ça veut dire que le mode de défaillance ici, c'est n'ouvre pas sur ordre. Donc, c'est la fonction non réalisée, c'est l'interruption, c'est interrompre. Il n'a pas donc interrompu en fait le courant et ouvre son ordre. Donc, il peut ouvrir son ordre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une défaillance intempestive, fonction non réalisée, c'est supporté. Donc, vous voyez très bien que sur un exemple qui est très simple, on peut avoir plusieurs mots de défaillance. Donc, le mot défaillance, c'est le volet avec lequel nous allons observer en fait la défaillance. Quelques exemples remarquables de défaillance, en fait, le blocage des opérations par Concorde en France, etc. Catastrophe du Concorde, usine AZF de Toulouse en 2001, donc explosion d'un stock. Il y a récemment au Liban, donc l'explosion en fait aussi des silos, donc des silos en fait où il y avait donc cet explosif. Vous le connaissez, donc il y avait plusieurs morts. Accident de navette spatiale Columbia, etc. Donc tout ça, ce sont des défaillances, des exemples de défaillance. La triptyque faute, erreur, défaillance. La défaillance est la conséquence d'une erreur dont la cause est une faute. Une défaillance est causée par une ou plusieurs erreurs. Une erreur est causée par une ou plusieurs fautes. Donc il y a faute, erreur, défaillance. Ça va, c'est clair? Pas de questions? Un exemple que je donne parfois donc, dans la démonstration d'une équation donnée, on oublie un signe moins ou bien on le rajoute. Donc ça, c'est une faute. Et le résultat, la fin, il est erroné, n'est-ce pas? Donc le résultat, c'est une erreur, le résultat final. Mais la faute, avec l'intrusion de le signe moins ou la suppression de le signe moins. Et la défaillance, il n'a pas eu 20 sur 20, donc ça c'est la défaillance. Donc l'erreur, donc c'est vraiment ce qui sera. Donc exemple, de la triptyque faute, erreur, défaillance. Exemple, un automate programmable pilotant une machine-outil. Donc une faute physique interne, donc transistor coupé. Donc il y a une patte en l'air derrière le transistor.
entraîne une erreur. Donc, la faute, le transistor a été coupé. Donc, entraîne une erreur, sortie pilotant le moteur d'usinage ne s'activera plus. Vous voyez très bien que la défaillance, elle est là. Le transistor, si l'automate programmable n'a pas sollicité la sortie qui possède en fait le transistor qui est coupé. Ça veut dire que nous n'allons jamais savoir est-ce qu'il y a une coupure ou pas. Donc l'erreur aura lieu lorsque la sortie pilotant le moteur des usinages ne s'activera plus. La conséquence de l'erreur est la défaillance de l'usinage. Donc l'usinage n'aura pas lieu. Donc ça, c'est la défaillance. C'est la défaillance, donc c'est l'usinage qui ne sera pas lieu parce que l'automate programmable du pilote la machine outil qui assure en fait l'usinage. Donc, assurer la sûreté de fonctionnement, c'est caractériser la notion de faute, une faute naturelle, inévitable, tolérable. On cherche toujours, en fait, à avoir, en fait, des systèmes fault tolérants. Fault tolérant, c'est-à-dire tolérance, qui tolère, en fait, les fautes. Et ça, c'est très, très important. Vous connaissez, donc, il existe, en fait, des codes avec lesquels on code des paramètres et des données. Ces codes-là, parfois, il y a des codes qui sont détecteurs d'erreurs, il y a des codes qui sont en fait correcteurs d'erreurs. Correcteurs d'erreurs, donc ça veut dire que ils ont toléré, donc ils vont tolérer les fautes et les corriger, bien sûr. Donc, mettre en œuvre, intégrer, combiner des méthodes et des techniques permettant en fait de construire un système apte donc, à cette tolérance des fautes. J'ai voulu aussi donc distinguer entre deux types de fautes qui sont très très importantes. En fait, ce qu'on appelle les défaillances aléatoires et les défaillances systématiques. Les défaillances aléatoires, bien sûr, on ne peut rien. C'est dû à l'environnement, c'est dû à l'usure, c'est dû donc au système lui-même. Mais par contre, les défaillances systématiques, c'est généralement dû à la conception, des fautes de conception, des fautes humaines. Donc, généralement, il va falloir faire très attention aux défaillances systématiques, mais les défaillances aléatoires, bien sûr, mettre des barrières de sécurité, mais on ne peut rien parce que c'est comme ça. Donc, on peut acheter une télé, mais à un certain temps, il va tomber en panne, ou le PC, etc. Donc, ça, c'est aléatoire. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber en panne. Mais par contre, une faute systématique, c'est une mauvaise conception. Donc, si par exemple le constructeur, le microprocesseur n'a pas bien conçu le microprocesseur qui chauffe trop et qui n'a pas mis de ventilateur, etc. Donc, on aura des problèmes donc, qui sont dus à une mauvaise conception. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les défaillances systématiques. Et il y a aussi les défaillances aléatoires. Ça, on ne peut rien sauf mettre, comme j'ai dit, des barrières de sécurité, bien sûr. Donc, pour toujours assurer donc, la sûreté de fonctionnement, il faut caractériser les fautes possibles, utiliser des méthodes techniques permettant de construire un système. Donc, assurer que le service soit rendu dans tous les cas plausible. Un système sûr à 100% n'existe pas, bien sûr. Donc, les moyens maintenant de la sûreté de fonctionnement, donc il y a 4 moyens. Donc, la prévention des fautes, prévenir, donc comment empêcher l'occurrence ou l'introduction de fautes. Tolérance, donc j'ai expliqué tout à l'heure la tolérance aux fautes, donc maintenant, de plus en plus, on conçoit en fait des systèmes qui sont fault tolérants, donc qui tolèrent les fautes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se replier dans des modes dégradés pour offrir en fait la fonction requise même s'ils sont en panne, c'est-à-dire en attendant que cette panne soit corrigée. L'élimination des fautes, comment réduire la présence des fautes, et la prévision. Donc, comment estimer la présence, le futur et les possibles conséquences des fautes. Un exemple véridique. Donc, pour voir l'impact parfois et le caractère, ce qu'on appelle latent. Le caractère latent
caché, le caractère caché des défaillances. Un patient donc en dialyse est atteint d'un malaise grave après un certain temps de dialyse. Donc, dialyse, القصور الكلوي الناس اللي عندهم الله يسر يديروا دياليز عندهم واحد l'insuffisance في هذوك لي ران ديالهم. Le dialyseur, le rein artificiel, a été complètement testé au début de la séance et il est testé à nouveau après l'accident, avec le dialyseur. Aucune défaillance ne peut être mise en évidence. Le dialyseur ne provoque aucun malaise chez les autres patients. Il y a un patient, à chaque fois lorsqu'il est dialyse, qu'il y a un problème, le dialyseur qui tombe en panne. L'accident se reproduit plusieurs fois avec le même patient, donc plusieurs fois, avec des degrés de gravité variés. Donc, après un certain nombre de recherches, l'équipe médicale se rend compte que les accidents surviennent alors que le patient est en train de téléphoner sur son portable. Donc, le cas aussi de la séance de dialyse, quand il tasse le portable ou quand il y a des perturbations. Donc, conclusion, la faute apparaît à l'usage. Donc, là, parfois, au stade de la conception, on ne peut pas imaginer ces problèmes et ces problématiques qui peuvent arriver en fait à l'utilisation et à l'usage. Donc, dû à une interaction impossible à imaginer au moment de la conception du produit, difficulté du diagnostic. Donc, il y a la difficulté du diagnostic, que cette faute n'apparaît qu'à l'usage et que cette interaction, il était impossible en fait à envisager au moment de la conception. Donc, diminuer les défaillances. Pour diminuer les défaillances, il faut enrichir la spécification. Donc, la spécification doit être riche pour n'importe quelle conception. À chaque fois que la spécification est très riche, bien sûr, parfois ça complique la conception et la réalisation, mais ça évite en fait pas mal de problèmes. D'écrire le mode de fonctionnement nominal, d'écrire aussi les modes de fonctionnement dégradés. Donc ça, c'est les repliements de notre système doivent être bien décrits pour offrir une continuité des services, même en cas de panne, bien sûr, dans les systèmes. Donc, une spécification est une description agréée ou contractualisée de la fonction des produits et des services. Donc, ça, c'est peut-être... Le mode dégradé, ce mot-là, c'est un mot qui est très, très important aussi, surtout le fonctionnement. C'est-à-dire que le système va se replier dans une situation dans laquelle va pouvoir assurer en fait complètement donc, la fonction requise et la mission. Ce qu'on appelle le mode dégradé. Lorsque la fonction... Et ce mode dégradé, bien sûr, va exister, surtout lorsque nous allons avoir la redondance. Surtout lorsque nous allons avoir en fait la redondance à chaque fois qu'il y a des... La redondance, c'est quoi? C'est le fait d'accomplir la mission d'un système par plus d'un moyen, c'est-à-dire un moyen, 2, 3, 4, etc. S'il y a plusieurs moyens, donc si quelqu'un d'entre vous, parfois, n'arrive pas à se réveiller le matin, parfois il met deux sonnettes ou deux portables. من قبل كانت دابا راه ولا تكسيت اميليورا كدير دو بورتابل باش الا سكت الاولاني طفى طفيتي الاولاني الثاني سميتو. Donc c'est ce qu'on appelle la redondance. C'est le fait d'accomplir une fonction ou une mission par plusieurs moyens. Par plusieurs moyens, donc ou ce qui est très connu parfois, c'est dans les zones où il y a le risque de coupure d'électricité. Donc, on met toujours un moyen avec lequel, c'est tout, maintenant en été, les marchands ont des réfrigérateurs, donc ils risquent maintenant de perdre leurs marchandises ou leurs produits, qui sont des groupes électrogènes pour redémarrer en cas de perte d'électricité s'il y a des coupures qui peuvent arriver de temps en temps dans des situations données. Donc, lorsque la fonction du système comporte un ensemble de fonctions alimentaires, la défaillance d'un ou plusieurs services remplissant ces fonctions peut laisser le système dans un mode dégradé qui offre encore un sous-ensemble de services à l'utilisateur. Dans ce cas, le système est dit avoir souffert de défaillance partielle. Donc, un deux de défaillance partielle. Classification donc des défaillances.
Il existe de nombreux critères de classification en fonction de leur importance, de la rapidité, de leur apparition d'instant. On a ça sous des exemples, défaillance progressive. Donc, on a qui ont deux seuils, un normal, un défaillant. La défaillance aléatoire, ça peut survenir ici, 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 donc il y a un seuil toujours. Défaillance soudaine, donc soudainement, donc nous allons avoir cette défaillance. Donc en fait, ce sont des critères qui peuvent classifier en fait les défaillances par leur mode, leur rapidité, etc., etc. Maintenant, l'exemple de notre automate programmable qui pilote la machine-outil que nous avons vu tout à l'heure. Une faute physique interne, un transistor coupé entraîne une erreur. La sortie peloton au moteur d'usinage ne s'activera plus. Cette erreur, on va la qualifier de catalytique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être prévu à l'avance, donc il est imprévisible, car rien ne l'a annoncé, et irréversible. C'est-à-dire quoi? Donc il y a la coupure, donc ça ne peut pas être rétabli tout de suite. Et irréversible, car le transistor ne se remettra pas à fonctionner, sauf si on vient souder, bien sûr, la patte du transistor. Il sera latente, donc le caractère latent, c'est le caractère, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le caractère caché, tant que le moteur n'aura pas à tourner. Donc si la sortie, les fils qui comportent ce transistor-là, ne sera pas sollicitée, donc le moteur n'aura pas de problème. Donc c'est un caractère latent. Il deviendra effectif dès que cette fonction sera bien sûr sollicitée et nécessaire. La conséquence de l'erreur sera la défaillance de l'usinage. Donc la classification des défaillances, en fait, selon en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est un problème social, politique, économique et technologique. Donc niveau de gravité dans l'aéronautique, donc civil, mineur, majeur. Donc ça c'est des clés, mais le fait de comment en fait on va essayer d'avoir des classes de risque, c'est là où, donc, où il y a des approches à travers des méthodes donc, qui tient compte en fait des législations dans les pays, etc., etc. Dans l'automobile, donc il y a mineur, majeur, sérieux, fatal. Dans le nucléaire, significatif, majeur, grave, etc., etc. Ces niveaux sont définis dans les normes de métier, bien sûr. Donc maintenant, le caractère latent. Donc la latence, c'est un caractère qui est très très important. C'est l'intervalle de temps entre le moment de la création de la faute et la première activation conduisant à une erreur. Vous voyez très bien qu'il est très important ce moment-là. Une fois où il y a la faute, jusqu'à l'induction de l'erreur, dépend des composants affectés, de la manière, des moments où il est utilisé, des choix d'observation effectués, donc le diagnostic, l'observation aussi, ça va permettre de le détecter ou pas dans un temps imparti. La latence est définie par une étude statistique. Il s'adresse plutôt au système physique, difficile à déterminer. Donc, il est très difficile à déterminer. Donc, exemple, on a des exemples. Je vous cite deux exemples. Voilà qu'il y a plusieurs exemples, surtout dans les secteurs automobiles. Le caractère de la latence. Rappel des véhicules par les constructeurs automobiles plusieurs années après la mise en vente. Par exemple, en 2010, Toyota a fait face à un problème de matériaux constitutifs d'une pièce et dans certaines conditions peut se déformer et empêcher la pédale d'accélérateur qu'elle s'enfonce ou de remonter. Donc, elle se bloquait, il bloquait en fait la pédale de l'accélérateur. Donc, il y avait un problème. Hein. General Motors, c'est le constructeur américain, en 2014, il y a un défaut dans le mécanisme de démarrage par clé. Le moteur pouvait subitement s'éteindre, bloquant la direction assistée, empêchant le déploiement des coussins gonflables, ce qui étaient les airbags. Vous imaginez que vous êtes sur une autoroute, ou qu'il y a un blocage, où le moteur il est subitement éteint, ou la voiture elle est laissée ce qu'elle est. Donc il y avait plusieurs accidents, 124 décès et 275 blessés liés à ce défaut, 2,6 millions de véhicules rappelés. Donc c'est un caractère très important qui peut arriver en fait aux défaillances, c'est le caractère de la latence. De la latence
très observé dans le secteur automobile. Donc là, je vous donne un exemple. Et avec donc on va arrêter, donc on va terminer donc le cours avec un exemple. Un petit rappel pour les étudiants de première année, donc la majorité d'entre vous, bien sûr, les surtout les cours d'automatisme, bien sûr, en première année. Donc exemple, cahier des charges, soit un compteur binaire synchrone par 16 comptant les impulsions arrivées sur une entrée E et affichant le résultat en sortie S en code binaire naturel sur 4 bits. Bien sûr, un compteur 16, شحال خصو من bascule. شحال ديال لي bascule اسيدي. Alors je pose la question. شحال من bascule خصنا un compteur ديال 16 modulo 16. 4. Très bien. Alors باينه 4 moi finalement sur 4 bits. Donc puisqu'il y a 4 bits, il y a 4 bascules, ce qui est logique. Poids fort à gauche, bien sûr. Une panne de collage à 0 fixe le poids fort à 0. Dès l'état initial, le poids fort, hein, le poids fort, le MSB, monsieur le LSB, most significatif bit. Donc, question. Quel est le top d'horloge qui devrait faire basculer le bit de poids fort à 1? C'est une question. J'attends la réponse. شحال من طوب d'horloge خصنا pour que le poids fort se fixe à 1? C'est un compteur séquentiel عادي, un compteur asynchrone. Sinon, le premier nombre qui va afficher le poids fort. Sinon, le premier nombre. Entre 0 et 15. 8. Très bien, c'est 8. Donc, le basculement devrait se faire au 8e top d'horloge. Deuxième question. Déterminer la latence moyenne de cette faute, sachant que l'intervalle de temps moyen entre deux entrées est de millisecondes, c'est 8 fois 2, tout simplement. C'est-à-dire que l'observation de la défaillance ne va s'observer qu'à 16 millisecondes. Donc, au début, on ne va rien observer parce qu'on a un problème dans le but du poids le plus fort. Voilà, donc, pour aujourd'hui, donc, je vais arrêter. Donc, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'espère qu'on reviendra, Inch'Allah, le présentiel. C'est mieux. لأن بانوا لي شي وحدين دخلوا وعاودوا خرجوا يمكن. ياك أسيدي. Est-ce que vous avez des questions? Ou là des propositions, ou là des remarques? بعدا لي بريز يعرف سميتو باش ولا قدرتو دابا تقدروا تاكتيفيو لي كاميرا باش الا كنتو في شي سيتياسيون كونفورتابل. الا كنتو في شي سيتياسيون ماشي كونفورتابل واخا ما باش نشوفوكم واش نتوما ولا شي حد اخر اللي حاضر معنا. انا بعدا شفت انس طاهر تنعرفو مزيان. انا كنشوف الوجوه اللي مافيشي الوجوه ديالهم. وديروا لنا تعارف، كل واحد يقول السميه ديالو. يلا بدا سي انس طاهر، بدا.
بيان سي انس هو حاضر معنا. ماشي بالضروره ديروا الكاميرا، هذا ماشي مشكل، على الاقل الصوت. دونك جو مو بريزونت انس طاهر، وزيد الاخر واحد من وراء الاخر وزيد. Je me présente, je suis Anas Taher. مرحبا سي انس. Je me présente, je suis Mhenni Ptissam. شكون؟ Mhenni Ptissam. مرحبا. Je me présente, je suis Sapé Oussam. فين ما فهمتيش لي انا سي اسامه. Présent. زيد سيدي. Je me présente, je suis Oumaima Rachidi. ايمن رشيدي مرحبا. Je me présente. Je suis Sidi Ahmed Fatima. احمد فاطمه. ساشي كو لابسونس راه بور لو مومون في ديستونسيال راه ما تتحسبش. دونك ماشي راه تنكونترولي فيكم دابا ولا شي حاجه، عا بغيت نتعارف وصافي. Je me présente, je suis Claudie Oumaima. مرحبا. Je me présente, je suis Ashaq